Recording in progress. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les règles de la maison. Donc, c'est ça. Donc, durant les webinaires, on essaye de faire en sorte que le respect et la bienveillance soient toujours au sein de notre façon d'interagir avec les autres. Donc, on encourage les participants et participantes à traiter les autres avec ce respect et cette bienveillance. Les commentaires irrespectueux, insultants ou discriminatoires ne sont pas tolérés à l'oral ou dans le chat. Donc, on est pour l'interaction et le partage des idées. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées, vos opinions, même si elles sont différentes, que ce soit dans le chat ou à l'oral ou dans les questions-réponses. Donc, tout ça en restant respectueux. Si vous avez du contenu à partager, vous pouvez le mettre dans le chat et le faire de façon responsable et appropriée. On encourage le respect de la vie privée, donc merci de ne pas partager d'informations personnelles d'autres personnes sans leur consentement. Et veuillez noter que ce webinaire est enregistré, il est aussi diffusé, disponible sur Facebook. Puis si jamais vous avez un problème, nous avons notre collègue Boshra Ayadi qui pourra vous aider. Vous pouvez lui envoyer un courriel à boshra.ayadi@francophonie.org. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Donc, aujourd'hui, la thématique du webinaire est une grande question, la recherche de financement pour les organisations de jeunes. Donc, pour parler de cette question, on a invité M. Florian Coutal, spécialiste de programme société civile de l'Organisation internationale de la francophonie, et Mme Jellica Paré, directrice générale de Expertise Consulting. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous poser une petite question, un sondage. Donc, quel est le plus grand défi auquel fait face votre organisation? Est-ce qu'il s'agit du manque de personnel, du manque de financement ou encore du manque de reconnaissance auprès des institutions gouvernementales? Donc, je crois que le consensus est là. Le manque de financement arrive bien en tête. En deuxième, le manque de reconnaissance auprès des instances gouvernementales. Et en troisième, le manque de personnel. Donc, j'espère que vous trouverez des réponses puis des pistes de solutions à cette problématique qui semble vous toucher toutes et tous. Euh, donc, je vais inviter nos deux intervenants à se présenter à tour de rôle. Je vais commencer par Florian. Bonjour à toutes Bonjour et à à tous. toutes et à tous. J'ai un retour son. Nous, on entend ça très bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger avec vous sur cette question ô combien importante de la recherche de financement pour les acteurs de la société civile et en particulier les organisations de jeunes. Donc, je suis Florian Coutal, je suis spécialiste de programme société civile au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Je coordonne deux dispositifs de soutien aux acteurs de la société civile, que sont un appel à projet en faveur des acteurs de la société civile et le Fonds La Francophonie avec elle. Je travaille sur les enjeux de société civile depuis plus d'une dizaine d'années, auparavant pour le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, et depuis 5 ans au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça va être un vrai plaisir pour moi et un honneur de pouvoir échanger avec vous sur cet enjeu capital. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir
sur cette thématique. Merci beaucoup. Délicat. Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur, un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique voilà, qui attire de plus en plus les organisations de la société civile, les jeunes et voilà, en général. Moi, c'est Jelika Paré, directrice générale de Expertise Consulting. J'ai eu à travailler en fait dans le secteur privé au Burkina, en Afrique de l'Ouest. Et là, vraiment, nous travaillons à tout ce qui est mobilisation des ressources. Nous travaillons avec plusieurs organisations de développement, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, avec laquelle nous avons travaillé depuis 2014. Voilà, travailler sur d'autres secteurs, voilà, le genre, la santé, sur d'autres études encore plus pointues. Voilà, en tout cas, très enchantée d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Merci. Donc, on va commencer par une discussion avec nos deux intervenants avec différentes questions, puis par la suite, vous aurez l'occasion de poser vos questions directement aux intervenants ou d'ajouter des commentaires ou un partage d'expérience à la fin du webinaire. Donc, première question pour vous deux. Existe-t-il plusieurs formes de financement pour les organismes à but non lucratif? Si oui, lesquelles? Je ne Peut-être sais pas. je me lance Vas-y. sur le sujet. Merci beaucoup, Lucie. Effectivement, peut-être avant de rentrer dans la thématique du financement, je sais que c'est ressorti à 88% que c'était la priorité des organisations et la raison principale et les défis principaux que vous pouviez rencontrer au quotidien. Mais très souvent, je rencontre des acteurs qui viennent échanger avec nous, avec les partenaires techniques et financiers, en mettant en lumière ce manque de financement. Euh, je pense que la recherche préalable à la recherche de financement, c'est la recherche du sens et de la pertinence des actions qui sont déployées par vos organisations. Je crois, et ça c'est quelque chose qui convient de garder en tête, c'est que c'est le projet qui fait le financement et pas le financement qui fait le projet. Je suis convaincu que lorsque des partenaires ou des organisations de la société civile viennent nous rencontrer avec des projets qui sont structurés, cadrés, nous pouvons bien entendu tout mettre en place pour les accompagner ou les mettre en relation avec d'autres partenaires financiers potentiels et trouver les bonnes sources de financement. Le deuxième point préalable que je souhaitais partager avec vous, c'est que souvent, effectivement, les acteurs de la société civile, et notamment les acteurs de la société civile francophone, sont tellement dépourvus dans le cadre de la recherche de financement ou dans la volonté de mener des actions alors qu'il manque considérablement de ressources, qu'ils oublient que le paradigme du développement et de la recherche de financement a évolué ces dernières années et que de plus en plus de partenaires techniques et financiers recherchent davantage du partenariat que du financement vertical de projets, comme c'était le cas il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, les partenaires que vous allez rencontrer sont inévitablement très intéressés par le partenariat avec des structures comme la vôtre. Alors oui, pour répondre à ta question, après ces deux préalables, effectivement, il existe de nombreuses formes de financement pour les organisations à but non lucratif. Je les ai catégorisées en quatre grands groupes. Tout d'abord, les financements externes, les contributions individuelles, les enjeux de collecte de fonds et des activités commerciales, et enfin les contributions non financières. Alors, tout d'abord, sur les financements externes, ce sont tous les fonds qui pourront venir d'une source externe permettant aux acteurs de la société civile de prendre en charge des frais de fonctionnement ou des frais de projet. Alors, ce sont les subventions gouvernementales et internationales, les financements d'entreprises et les fondations, le mécénat financier. Le mécénat financier, pour votre information, c'est souvent un dispositif de soutien qui est apporté par des entreprises ou des individus avec une dimension davantage fiscale pour les mécènes, les partenariats publics-privés qui sont très souvent oubliés par les acteurs. Quant aux contributions individuelles, elles sont de deux sortes, soit des dons privés, soit des programmes de jumelage de dons. C'est aussi un dispositif qui est souvent oublié par les organisations. Ces programmes de jumelage de dons, c'est que des dons qui sont faits par des employés d'entreprises ou du secteur privé sont correspondus ou jumelés par leur employeur. C'est-à-dire que, par exemple, si un salarié va faire un don de 20 euros, l'employeur s'engage à faire un don de 20 euros également. Et donc, ça a un effet démultiplicateur important. Et ce sont des dispositifs qui peuvent être proposés à des acteurs du secteur privé pour mobiliser leurs collaborateurs. Troisième grande catégorie, la catégorie de la collecte de fonds et des activités commerciales. Alors, sur la collecte de fonds, c'est l'organisation d'événements, de galas, de campagnes
ou d'activités communautaires visant à collecter des fonds. Sur les activités commerciales et les revenus générés à travers des activités commerciales, il y a un mécanisme qui se développe très fortement au sein des acteurs de la société civile ces dernières années, c'est de relier à une action associative une activité d'entrepreneuriat social et solidaire. Et c'est-à-dire que la structure associative dédie une partie de ses équipes à la réalisation d'actions facturées pour laquelle elle reverse une partie des revenus à l'association Cœur. Cela permet de mettre en place un modèle extrêmement vertueux et je pourrais y revenir un peu plus tard s'il y a des questions. Enfin, sur ce dispositif et cette catégorie, il y a enfin les financements participatifs. Enfin, un aspect aussi qui est très souvent oublié par les acteurs de la société civile et qui permet, je crois, et passez-moi l'expression, de mettre pied dans la porte et de développer un début de partenariat avec le secteur privé notamment, c'est les contributions non financières. Je pense ici, par exemple, au mécénat de compétences ou les dons en nature qui permettent à des acteurs privés ou même parfois à des acteurs publics de tester l'efficience, l'efficacité, l'engagement de vos organisations pour ensuite vous accompagner à travers éventuellement un partenariat financier. Alors, chaque type de financement présente des spécificités et exige des approches qui sont différentes pour pouvoir les obtenir. Et donc, ce que je conseille de manière très, très pragmatique, c'est que vous puissiez, au sein de vos différentes organisations, faire un état des lieux de vos besoins à court, moyen, à long terme, besoins en termes de ressources de financement ou ressources d'activité, et d'identifier en fonction de ces différentes catégories quels sont les bons dispositifs que vous souhaitez mobiliser et vous tourner pour se faire vers les bons interlocuteurs. Merci beaucoup. Merci Florian. Voilà, suite à la participation de Florian qui a bien développé les différents points suivants, notamment la subvention, le mécénat financier, les contributions non financières, les partenariats publics-privés, les différents événements de collecte de fonds et les AGS. J'ai juste quelques points à ajouter. Notamment, les organisations à but non lucratif en général sont intéressées par tout ce qui est appel à projet. Voilà, donc ce mécanisme-là de mise en place par un financeur pour l'attribution d'une subvention. Donc, en général, ce qui est demandé, en général, on peut commencer par une note conceptuelle ou bien une proposition de projet avec un budget. Voilà. Et ensuite, c'est un financement qui est octroyé en fait à l'organisation par rapport à un projet spécifique remplissant certains critères. Voilà. Donc, en dehors de ça également, il y a l'appel d'offres avec, par exemple, qui est une procédure qui permet en fait à un commanditaire, en général, qui est un maître d'ouvrage, de sélectionner en fait un soumissionnaire qui est le plus apte à réaliser une prestation, par exemple, de service, de fourniture ou de travaux. Voilà. Et ce qu'on oublie en général, en fait, qui est également source de financement au sein des organisations à but non lucratif, notamment les associations, c'est la cotisation des membres qui n'est pas négligeable. Il y a également les parrainages, voilà, les dons individuels, les legs, voilà, les legs et dons planifiés, et même les campagnes en ligne. Donc voilà ce que je pourrais dire pour compléter en fait la question de Florent qui a bien développé en fait le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des financements spécifiques pour les organisations de jeunes en particulier? Euh, Par rapport à ça, je dirais oui. Il y a quelques organisations de financement en fait qui sont voilà, spécifiques aux jeunes. Ce qu'on voit en général, c'est tout ce qui concerne voilà, ces initiatives de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, donc à travers différentes compétitions, voilà les pitchs. Donc il arrive en fait que voilà, ceux qui proposent ces financements-là, voilà, il y a certains critères et les jeunes à travers certains projets, voilà, que ce soit écrit ou bien par des vidéos, ils soumettent leur projet. Il y a un jury qui est présent et voilà, en fonction de voilà, la présentation en fait du promoteur qui est présent, qui défend son projet à travers un pitch, comme on aime le dire. Il défend son projet et il y a un financement qui peut être une subvention. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Par exemple, Pépite d'entreprise au Burkina. Il y a la fondation TEF, Tony Elumelou également, qui donne voilà, qui fait ses financements. Il y a le Global Youth Advancement Network. Ça, c'est au niveau des États-Unis. Il y a la fondation Castel également, le prix Castel, Pierre Castel. Voilà, 15 000 € exactement. Ça, c'est par rapport à des financements. Voilà, financement de subvention, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de remboursement. Il y a également ce type de compétition, mais qui est ouvert, mais pour des investissements, parce qu'il y en a, il y en a qui sont intéressés par l'ouverture du capital. Donc, ces jeunes-là, ils présentent en fait
voilà, des projets et il y a des investisseurs qui sont prêts à investir de l'argent, mais en échange, ils veulent en fait un pourcentage de capital. Il y a la télé-réalité Shark Tank que tout le monde connaît, une télé-réalité voilà, américaine et tout. Voilà. Il y a plus de... Les jeunes arrivent à mobiliser 100 000, 200, 300, 400, 500 000 dollars, etc. Mais en général, ils demandent un certain pourcentage, ça peut être 30, 40 en fonction de voilà, la manière dont cela est défendu. Voilà, donc en général, ce qu'on conseille à ces jeunes-là, c'est vraiment de bien maîtriser le projet. Parce que tu es le seul à maîtriser ton projet. Et si tu es confident, tu connais, tu sais quelle est ta vision, en fait, quels sont tes objectifs, quelles sont tes priorités, quel est le budget, où est-ce que tu vas aller, tu es capable de le transmettre ça aux investisseurs. Donc en général, voilà, on leur dit de très bien se préparer, en fait, de pouvoir le vendre, en fait, comme on le dit, de pouvoir vendre et puis voilà. Avoir, et si cette elevator speech, comme on le dit, en quelques minutes, pouvoir, en fait, résumer ton projet et puis pouvoir le vendre partout où tu vas. Voilà, donc il y a ces projets-là, le programme de bourse de la Fondation Obama, il y a différents projets d'incubation en faveur des jeunes. Euh, voilà, et également voilà, tout ce qui est crowdfunding. Voilà. On a une question dans le chat qui est quelles sont les astuces que les nouvelles organisations doivent adopter pour décrocher un premier financement? Mhm. Voilà, donc moi je vais peut-être me lancer. Par rapport à ça, moi ce que je conseille, en tout cas pour les organisations de jeunes, ce qui est très bien, il faut avoir en fait une vision, tout faire pour avoir un plan stratégique. Voilà. Plan stratégique, savoir où tu vas, quelle est ta vision en fait. Prendre le temps de bien ficeler les choses, sinon on va toujours tourner en rond. Où est-ce qu'on va? Quelle est la vision en fait? Quelle est l'image nette du futur que nous avons? Voilà. Quelle est la mission? Quelle est la raison d'être en fait de l'organisation? Quelles sont les valeurs? Est-ce que nous avons des principes? Est-ce que voilà, nous ne voilà, nous respectons en fait le client. Est-ce que le client est roi? Est-ce que le partenaire, voilà, est-ce que nous travaillons sur la redevabilité? Quels sont nos principaux principes, les différents concepts et tout? Voilà. Quels sont nos objectifs stratégiques? Quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre sur 3 à 5 ans? Voilà. Quelles sont les priorités, nos actions que nous mettons en œuvre, les différentes activités pour atteindre ces objectifs-là? Également, est-ce que nous avons un budget par rapport à ça? Donc, quand tu as ça, par exemple, disons sur 3 ans, et que par an, tu arrives à développer en fait toutes les activités pour avoir un plan d'action actuel et annuel, par exemple, ça, c'est vendable à un partenaire. On sait que tu es sérieux, tu es très bien organisé en fait. Ça, je dirais qu'il faudrait peut-être commencer par là, prendre tout le temps pour voilà, construire cela. Et puis voilà, en ce moment, maintenant, on peut aller voilà, euh, envers un partenaire. Et surtout, par rapport au partenaire, savoir quels sont ses principaux critères. Parce que chaque partenaire a ses conditions, en fait. Ils ne vont pas financer des projets qui ne rentrent pas dans leur, voilà, dans leur cadre, en fait. Donc, quels sont leurs critères? Aller sur leur site, avoir le maximum d'informations sur le partenaire et voir, en fait, au sein de notre organisation de jeunes, quels critères qu'est-ce que nous pouvons vendre à ce partenaire-là qui rentre dans ces conditions. Et là, on voit déjà une balance, on voit déjà un rapprochement. Et par là, on peut voilà, déjà dire, là, c'est bon, quoi. Voilà, je peux peut-être déjà avoir de l'audace à aller vers le partenaire, voilà, envoyer un email ou bien chercher à avoir un contact qui connaît cet autre partenaire. Et puis voilà, si je ne peux pas le faire seul, je me mets avec d'autres organisations de jeunes pour avoir plus de force et puis aller vers le partenaire. Mais le principal, le premier point vraiment, c'est d'être bien organisé, avoir une vision, un plan, quelque chose à vendre aux partenaires. C'est ce que je dirais. Peut-être pour compléter ton intervention, Jellica, alors sur les astuces, et je vais essayer d'être le plus concret possible, je pense que pour une structure nouvelle, une organisation de jeunes qui viendrait à se créer, on doit d'abord passer par une phase d'introspection avant d'aller dans une phase d'externalisation. Et l'introspection, c'est ce que disait Jellica, c'est tout ce travail sur qui on est, pourquoi on veut être connu en tant qu'organisation, ce que l'on fait, quels sont nos objectifs, quels sont les résultats que l'on vise. Et une fois qu'on a cette identité, cette vision, ces objectifs, on est beaucoup plus stable lorsqu'on va pouvoir rencontrer des partenaires et des bailleurs potentiels pour pouvoir valoriser la vision, les projets, les actions qui pourront être déployées. Et ce travail de réflexion, il mobilise finalement assez peu de moyens financiers, mais beaucoup de moyens en termes de temps de réflexion. Et c'est pour ça que
le principal écueil que rencontrent de nombreuses organisations qui viennent de se créer, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers, et notamment des bailleurs de fonds, qui ne financent pas des organisations qui ont moins de 2, 3, 4 ans d'existence, parce qu'ils considèrent que ces organisations sont trop jeunes ou trop fragiles et friables par rapport à leur projet associatif. Et donc, il y a tout ce travail, je crois, d'introspection à mener sur le projet associatif et sur les priorités avant de se tourner vers une recherche de financement. Ensuite, lorsque votre projet associatif il est bien structuré, bien développé et suffisamment mûr pour pouvoir être proposé, partagé, je pense qu'il y a peut-être 3 astuces, et là je vais être très concret, 3 astuces à privilégier. Le premier, c'est que euh, il n'y a pas de partenaires techniques et financiers qui financent des projets seulement parce que c'est un bon projet. Ils vont le financer parce que ce projet répond à leurs priorités stratégiques ou à leurs priorités thématiques. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et très souvent, je reçois des organisations qui viennent me présenter le projet le mieux écrit, le mieux structuré au monde, mais sans s'interroger sur effectivement l'intérêt pour une organisation comme l'Organisation internationale de la francophonie de soutenir cette initiative. Et moi, je conseille vraiment de manière très concrète de rentrer dans la salle ou dans l'échange avec votre partenaire en disant, voilà, ce projet, avant que je vous le présente, il répond à vos priorités 1, 2, 3, pour telle ou telle raison. Et là, vous accrochez l'oreille du partenaire technique et financier. Le deuxième conseil très pratique que je vous partage, c'est que très souvent, les organisations nouvellement créées ou les projets associatifs qui sont en cours de passage à l'échelle, les personnes qui les portent sont frileuses. Elles n'osent pas. Elles n'osent pas aller au contact, elles n'osent pas aller dans les enceintes de négociation, elles n'osent pas aller faire de l'identification d'opportunités sur LinkedIn, de rentrer en contact avec telle ou telle personne, parce qu'elles se disent, bah, c'est dangereux. Vous ne risquez rien. Vous risquez soit d'avoir un contact, soit de ne pas en avoir. Mais vous ne risquez que le meilleur, finalement, de vous engager dans des démarches comme ça d'identification à un niveau individuel, d'échange avec les partenaires. Donc, osez, et n'ayez pas peur de vous faire connaître. Enfin, le dernier conseil que je vous partage, ça part d'une donnée. Aujourd'hui, les organisations anglophones investissent, je parle ici d'investissement, entre 15 et 20% de leur budget en moyenne sur de la communication, de la promotion et presque du marketing. Nous avons mené une étude au sein de l'OIF en 2019. La moyenne pour les organisations francophones que nous avons pu établir est de 4%. C'est-à-dire que les organisations francophones sont extrêmement bien engagées dans la réalisation d'actions sur le terrain, mais trop peu dans la valorisation et la promotion de leurs projets, de leurs actions. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour une organisation nouvellement créée à considérer la valorisation et la communication autour de leur action, de leur projet associatif comme un investissement pour l'avenir, pour pouvoir avoir les portes des enceintes internationales qui s'ouvrent, pour pouvoir avoir la porte des bailleurs qui s'ouvre également, pour pouvoir ensuite être entendu lorsque vous pitchez, lorsque vous présentez vos projets, pour pouvoir avoir une influence et éventuellement mobiliser des financements. Donc, j'ai une question qui va un peu dans ce sens-là des organisations qui sont un peu plus nouvelles. Des fois, souvent, pour les bailleurs de fonds, notamment, ça prend de l'expérience en rédaction de demandes de subventions, etc. C'est pas nécessairement des choses qui sont innées, c'est des choses qui sont acquises par l'expérience. Donc, est-ce qu'il y a des programmes de formation ou d'accompagnement pour les jeunes qui travaillent dans ces organisations-là pour les aider dans ce genre de rédaction de demandes de subventions, de recherche de partenariats, etc.? Jélika, si tu veux y aller, ou alors peut-être que je peux commencer. Alors, je pense que le meilleur apprentissage, peut-être que c'est un peu trivial, mais c'est par le faire. Euh, et peut-être que le meilleur apprentissage pour pouvoir répondre à un appel à projet, c'est de lire les termes de référence. Sur nos différents dispositifs d'appel à projet, entre 50 et 60% des candidatures sont inéligibles. Et sur les candidatures inéligibles, 98% sont inéligibles en raison d'une prise en compte insuffisante des termes de référence de l'appel à projet. Et donc ça, c'est peut-être un élément clé, c'est d'apprendre aussi de prendre le temps
de lire les attentes des partenaires techniques et financiers. Sur des formations, effectivement, nous avons organisé, l'OIF et l'Unité Égalité Femmes-Hommes a organisé en partenariat avec l'Université Saint-Goor cette année une formation diplômante universitaire sur la recherche de financement et la gestion de partenariats ouvert à des organisations de la société civile. Et je pense que l'Université Saint-Goor pourrait renouveler cette expérience à l'avenir et j'invite les organisations à se renseigner sur ce curriculum qui est extrêmement mobilisant et engageant pour les structures qui la suivent, mais qui permet véritablement d'accroître ses compétences et son expertise en matière de recherche de financement. Enfin, sur les compétences clés, moi, j'invite vraiment, effectivement, les différentes personnes présentes à se dire que la base de tout sur la réponse à un appel à projet, c'est le cadre logique de votre action. Et donc, concentrez-vous là-dessus avant de rentrer dans le narratif et la description de votre projet. Identifiez quel est votre objectif global, vos objectifs spécifiques, les résultats que vous attendez, les indicateurs de résultats, les cibles que vous visez. Et à partir de là, le narratif découlera tout seul. Mais ça, c'est vraiment la base de tout. Et je pense que le plus simple pour vous, c'est dès que vous avez une idée ou la volonté de conceptualiser un projet, partez de ce cadre logique et nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous mettre à disposition des modèles de cadre logique pour que vous puissiez vous exercer. Merci Florian. Donc, à la suite de l'intervention de Florian, je dirais oui, il y a certains programmes dont on a déjà parlé également qui accompagnent les jeunes en ce qui concerne en fait voilà, le renforcement des capacités en ce qui concerne ces outils-là. Il y a la fondation également Tony Elumelu, il y a le Global Youth Advancement Network. Il y a Cooperation Concept, il y a ADA, l'appui au développement autonome du Luxembourg, qui accompagne également de jeunes entrepreneurs, voilà, à tout ce qui concerne voilà, le montage des projets, etc. Il y a Fidelis, IP Partners, il y a l'USADF également, voilà, qui accompagne les jeunes, voilà, à tout ce qui est réponse d'appel à projet, subventions. Il y a également le programme YALI qui accompagne en fait les jeunes, mais jeunes bénéficiaires de ce programme-là, Mandela Washington Fellowship Programme. Pour revenir sur la question du module de la formation en fait entre l'OIF et puis l'Université Senghor, Alexandrie. Donc, j'ai pu intervenir en fait là-bas en ce qui concerne en fait le module 2, notamment la recherche de financement. Et c'était au profit vraiment de 25 organisations de la société civile présentes dans la francophonie. En gros, il y avait 12 pays, notamment la France, Madagascar, voilà, différents pays, le Gabon, le Cameroun, la France, et, le Bénin, etc. Donc, les points sur lesquels j'ai pu intervenir, c'est notamment les fondamentaux du financement en fait, de projets, programmes, quelle est l'importance en fait d'une organisation, la gestion, voilà. Est-ce qu'une organisation est très bien organisée? Est-ce qu'on a un système de comptabilité mise en place? Est-ce que voilà, nous avons en fait le personnel adéquat? Est-ce que voilà, nous avons la description de tous les objectifs? Nous avons également bien débattu sur plusieurs heures sur la question du plan stratégique parce qu'il y en a plusieurs qui n'en avaient pas. Mais la bonne nouvelle est que les organisations, les OSC qui étaient accréditées à l'OIF ont vraiment déjà un plan stratégique. Ça, c'est vraiment comme on le dit, vraiment, félicitations en fait à l'OIF pour ça. Ils ont bien parlé de l'OIF, ils ont même dit, voilà, l'OIF est l'une des principales organisations accréditées qui donne un financement direct en fait à ces OSC-là, parce que en général, pour certaines fondations américaines par exemple, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils passent toujours par des organisations internationales. Le financement n'est pas direct en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié. Nous avons parlé également du plaidoyer de la mobilisation des ressources, voilà, notamment le plan de mobilisation des ressources. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire une cartographie en fait des ressources, faire l'état des ressources disponibles, non disponibles au sein de l'entreprise, comment mobiliser ces ressources-là et vers quels partenaires nous devrions aller. Également, le deuxième point, c'était les instruments de financement de projets, programmes, notamment tout ce dont on a parlé au premier point, les subventions, appels à projets, appel d'offres, etc. Et également la canalisation des fonds, voilà, en troisième point, parce qu'il y a plusieurs bailleurs de fonds qui mettent de l'argent ensemble afin de financer en fait des projets de plus grande envergure sur différents pays. Et en général, ces organisations amènent en fait les OSC à aller ensemble en consortium afin de soumettre des demandes voilà, voilà, de financement. Voilà en fait les sujets sur lesquels j'ai pu intervenir. Voilà. Merci. Merci. Il y a des personnes qui demandent si on peut leur envoyer une liste non exhaustive des programmes auxquels ils peuvent
appliquer pour avoir de l'aide, on pourra leur envoyer ça par courriel à la suite du webinaire. Il y a aussi la question de est-ce qu'il existe des plateformes ou des sites web qui recensent en continu les appels d'offres à candidature ou les appels à projets à destination de la société civile? Si oui, lesquels? Ok, j'ai plusieurs. Je vais juste sauter. Il y a quelques sites. Par exemple, il y a Trust Africa, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a des financements de voilà, 100 000 dollars, 150 000, 200 000 dollars en général. Voilà, sur des questions liées aux objectifs de développement durable. Voilà. Il y a également l'OIF, voilà, qui le fait. Il y a Land Portal Financement AFD, également Occitanie Cooperation, l'OIF Canada et la francophonie. Voilà, en gros. Également, en fonction des pays, on a pu répertorier, en fait, un répertoire, en fait, d'appels à projets répétitifs, mais en fonction de certains pays. Ceci, c'est plus au niveau international, mais il y a certains qui sont récurrents au niveau pays. Donc, s'il y a quelques pays, peut-être qui reviennent, on pourra, en fait, vous donner, en fait, ces sites-là. Voilà, pas de problème. Peut-être pour compléter, effectivement, comme le disait Jellica, donc il y a bien entendu l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. J'étais obligé de commencer par là, mais il y a également d'autres structures. Alors, il y a des annuaires qui sont à la fois gérés par des organisations associatives, des associations ou des bailleurs de fonds. Il y a Plan International qui est une organisation indépendante et qui est consacrée à la fois à l'aide humanitaire et aux droits de l'enfant et à l'égalité pour les filles, qui offre un aperçu assez large, et j'ai regardé ce matin des opportunités qui existent dans le domaine de la jeunesse. Il y a Coordination Sud, qui est le réseau des organisations françaises de développement qui actualise tous les jours une liste des principaux dispositifs de soutien aux acteurs de la société civile. Il y en existe 5 autres qui sont beaucoup plus larges en termes de soutien aux acteurs de la société civile, et à partir de là, il conviendra aux organisations de regarder en fonction de la thématique jeunesse. Alors, il y a DEVEX, c'est la plateforme la plus réputée dans le champ du développement international. Elle offre à la fois des informations sur les appels d'offres, sur les opportunités de financement, mais aussi sur les nouvelles, les analyses les changements, les dialogues et les conversations en cours sur les politiques de développement. C'est assez intéressant. Il y a Funds for NGOs. C'est un site internet qui est une ressource incontournable pour les principales ONG et la recherche de financement. Ce sont des opportunités de financement, des conseils aussi pour la rédaction des appels à projets et des propositions et des ressources en termes de formation. Il y a Relief Web, c'est opéré par les Nations Unies et ça concentre toutes les situations d'urgence et humanitaire et les appels d'offres pour y répondre. Il y a le Foundation Center qui est spécialisé dans les informations sur les fondations philanthropiques et les offres de financement offertes par les fondations d'entreprises. Et il y a aussi un site qui est mis en place par la Commission européenne qui s'appelle Funding and Tender Opportunities Portal. Je n'ai pas le terme en français et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ce sont pour les organisations qui sont basées en Europe et ce portail offre un accès direct à toutes les opportunités de financement et d'appel d'offres de la Commission européenne. En plus de ces financements, et j'en parlais un peu plus tôt, n'hésitez pas à utiliser LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels. Il y a de très, très nombreuses pages qui sont dédiées aux opportunités de financement dans le secteur de la coopération internationale. Il y a des conférences qui sont aussi proposées en ligne. N'hésitez pas à y participer pour valoriser vos initiatives, vos actions, vous faire connaître. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Et une dernière question à vous poser avant de passer la parole aux participants. Quel conseil donneriez-vous à une ONG qui souhaite lancer une campagne de collecte de fonds en ligne? Est-ce une source fiable et durable de financement? Peut-être pour commencer, alors, c'est une très belle idée, mais c'est toujours beaucoup plus difficile à réaliser qu'à imaginer. Lancer une campagne de collecte de fonds en ligne pour une ONG, ça comporte effectivement des avantages forts, mais aussi des défis qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, sinon vous pourriez être déçu à l'issue de la campagne. Tout d'abord, les campagnes en ligne, elles offrent une accessibilité et une portée étendue. En effet, grâce à Internet et à la diffusion caractère mondialisé, ça vous permet de toucher un large public de donateurs potentiels. Ça vous permet aussi d'être extrêmement flexible et créatif dans la manière de présenter votre projet, de présenter votre association en utilisant des formats qui sont extrêmement variés, la vidéo, des histoires personnelles, des infographies.
Ça permet aussi de suivre en temps réel, et ça, c'est pas négligeable, les contributions et faciliter votre analyse des différentes contributions pour savoir où vous devrez centrer vos interventions, vos communications pour pouvoir maximiser votre impact et la recherche de financement. Toutefois, comme je le disais, ces campagnes en ligne, elles sont pas sans inconvénients. Tout d'abord, et peut-être que je peux vous partager à ce titre une histoire personnelle. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais engagé dans une association qui travaillait sur la ville durable, une association qui visait à rendre l'espace l'espace citadin plus agréable pour l'ensemble des personnes qui le côtoyaient. Et nous avions lancé une campagne comme ça avec de grands rêves et de grands objectifs. Et après des heures de travail, des dizaines de communications réalisées, des vidéos, à l'issue d'une campagne de 1 mois et demi, nous avions réalisé seulement la capacité, enfin, nous avions seulement levé 35 000 euros. Et ce qui était loin de la recherche de financement que nous avions alors, alors espéré. Et donc, oui, le principal risque, c'est que vous soyez déçus des sommes qui peuvent être modestes que vous allez collecter au début. Et donc, ça ne doit pas être, si vous êtes une organisation nouvellement créée, votre seule source de financement dans votre projet stratégique. Ça, c'est un point très important. Pourquoi c'est extrêmement difficile de conduire une campagne en ligne? C'est aussi qu'il y a, et c'est ce que disait Jellica un peu plus tôt, c'est qu'il y a une concurrence extrêmement forte, puisque aujourd'hui, les internautes qui se rendent sur des plateformes de crowdfunding et de financement participatif, pour le terme francophone, sont extrêmement mobilisés, sont extrêmement sollicités. Et donc, il y a une vraie concurrence en ligne pour l'attention des donateurs. Et donc, pour se démarquer, ça demande encore un effort encore plus fort. Il y a aussi des défis techniques et sécuritaires, mais ça, je tenais à les partager avec vous. La gestion d'une plateforme en ligne, ça demande à la fois des compétences techniques qui sont spécifiques, mais une attention particulière à la sécurité des données pour protéger les informations des différents donateurs. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y a de plus en plus, et je parle pour l'espace européen, des interventions des services de justice ou des services de police sur des campagnes en ligne qui pourraient financer des activités prosélytes ou des activités en lien avec des mouvements terroristes. Et donc, ça demande aussi un vrai travail et un vrai suivi de votre part pour éviter que les campagnes et les financements participatifs conduisent à des phénomènes de blanchiment d'argent ou autre. On ne se lance pas dans une campagne de financement participatif en se connectant directement à la plateforme et en disant, voilà, il faut vraiment travailler en amont. Et c'est un peu comme le projet associatif. Il faut que vous ayez vraiment une stratégie de collecte de fonds, une stratégie de communication qui est associée. La plateforme en tant que telle ne se suffit pas. Il faut que vous ayez, et j'y suis extrêmement attaché, comme vous pouvez le voir, un cadre logique qui est indispensable pour que vous ayez des objectifs, des cibles, des moyens à mobiliser, que vous identifiez bien les risques, que vous choisissiez bien la plateforme, puisqu'il y a des plateformes qui font du financement participatif, mais qui, à l'issue de la campagne, vont ponctionner entre 10, 20, 30% des financements obtenus. Et donc ça, c'est une vraie déperdition pour l'action que vous voulez porter. Il faut que vous cibliez très précisément les acteurs et les donateurs que vous voulez mobiliser. Et il faut que vous ne soyez pas, comment dire, timide dans vos actions de communication. Il faut que vous soyez multicanal ou multicanaux, excusez-moi, mobilisant la presse, les médias, Internet, la radio, les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un dispositif parmi d'autres, mais qui ne constitue pas l'alpha et l'oméga, qui présente des risques, mais aussi des avantages. Merci Florian. Donc, je vais juste compléter un point par rapport au choix en fait, de la plateforme pour lancer votre campagne de crowdfunding. Donc, il y a certaines en fait, plateformes qui sont certifiées. Voilà, donc elles sont voilà, plus durables et plus sûres, contrairement à d'autres qui ne le sont pas. Et également, je conseillerais peut-être trois principaux critères pour le choix en fait, de votre plateforme de crowdfunding, notamment les types de financement en fait, proposés par cette plateforme-là. Est-ce que voilà, ces plateformes-là répondent en fait à ce que vous offrez comme service et tout, etc. Et également le taux de succès de la plateforme. Voilà. Et également, le troisième point, l'audience de la plateforme. Donc, ces trois critères-là pourraient vraiment vous aider à voilà, voir en fait celle qui paraît être la plus crédible et puis voilà, sûre et tout, en plus de la certification. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Pour rappel, le webinaire sera disponible sur YouTube après aujourd'hui. On va prendre des questions du public pour le temps qui nous reste pour les 15-17 prochaines minutes. Donc, je vais commencer par Geneviève, Jessica, Nkolo.
Vous pouvez activer votre micro. Vous me recevez? Oui, Bonjour, je m'appelle Issy Kankolo, je viens du Cameroun, je suis étudiante en management des projets à l'Université Senghor. Alors, ma question est pour Florian Coutal. Bon, c'est pas une question. Et lui, il a parlé de on va dire, réseautage sur Internet, sur LinkedIn notamment. Or, je lui ai envoyé une demande de connexion depuis déjà, je crois, un mois ou deux, à laquelle il n'a pas répondu. Alors, dans le cas où quelqu'un comme moi souhaiterait être en connexion avec des personnes qui sont dans le domaine qu'elle vise, lorsqu'on a des refus comme cela, comment est-ce qu'on procède? Merci. Touché mais pas coulé. Merci beaucoup pour cette réponse. Effectivement, c'est une excellente question et merci beaucoup de me la poser. Effectivement, moi, ce dont je parlais, c'était de la disponibilité des organisations et de leur engagement à démarcher sur LinkedIn. Je ne parlais pas de la capacité des partenaires techniques et financiers à y répondre. Euh, Ça, c'était le premier point. Non, le second point, c'est effectivement, vous allez recevoir énormément de réponse négative ou l'absence de réponse. Ça, c'est un point sur lequel il faut que vous sachiez et que vous soyez conscient qu'effectivement, il y aura dans votre stratégie de levée de fonds, de mobilisation, de plaidoyer, une grosse déperdition. Mais cela ne doit pas vous décourager pour autant, puisque dans tous les cas, comment dire les choses? Vous allez solliciter un partenaire une fois, et là, par exemple, vous n'allez pas avoir de réponse de ma part. Ensuite, vous allez intervenir lors d'un atelier et vous allez dire que vous n'avez pas eu de réponse suite à votre message. Qu'est-ce que je vais faire selon vous après cet atelier? Je vais répondre à votre invitation, je vais vous répondre et je vais vous proposer un échange approfondi pour qu'on puisse voir quelles sont les synergies ou les collaborations que nous pouvons envisager. Donc voilà, c'est à travers aussi une résilience et une multiplication des demandes et une continuité dans vos demandes que vous allez obtenir des résultats. donc on va prendre une intervention suivante. Adjé Jean-François, vous pouvez activer votre micro. Je ne sais pas si Jean-François a de la difficulté. Bon, en attendant que le micro de Jean-François fonctionne, on va peut-être passer la parole à M. Aziz Yameoko. N'oubliez pas d'activer votre micro avant de parler. Décidément. On va passer la parole à Shalana Weke. Donc, vraiment, n'oubliez pas d'activer votre micro avant de parler, sinon on ne vous Oui, entend pas. allô? Vous me recevez? Oui, oui. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Lucie, Djalika et Florian. J'espère que tout le monde va bien. Vous me recevez toujours là parce que je mange. Oui, oui, on vous entend. D'accord. Merci beaucoup pour la communication. Elle est très intéressante et très passionnante aussi pour les organisations de jeunes que nous sommes. Alors, moi, j'ai une question à l'endroit de Florian. C'est pour savoir, bon, pas l'endroit de Florian, seul à tout le monde, pour avoir l'accréditation. Moi, je suis de l'ONG FABA, on est dans le département des collines au Bénin. C'est pour savoir comment faire pour être accrédité à l'OIF. Ma première question. La deuxième, c'est concernant campagnes en ligne pour les mobilisations de ressources. En fait, c'est un gros souci aujourd'hui que nous avons. Ça se pose à notre niveau, en tout cas avec l'essai que nous avons fait à l'ONG FABA. Ça pose un problème de crédibilité. En fait, les bailleurs ne sont pas plus souvent ouverts. Il y a un souci de peur vis-à-vis de l'organisation non gouvernementale qui est en face qui est en train de faire la mobilisation par les canaux, par les réseaux sociaux. Je voudrais savoir, en tant que jeune organisation, si nous n'avons pas cette opportunité de faire les campagnes en ligne, et ça, nous savons un peu comment fonctionnent nos organisations et les mobilisations à l'interne, les cotisations ne se font pas le plus souvent. Mais comment est-ce qu'on va fonctionner?
parce que nous mettons beaucoup de ressources, mais on a des difficultés à gagner des appels à projets. La grosse difficulté, les campagnes en ligne ne marchent pas le plus souvent, les cotisations, c'est difficile, et les soumissions aussi, c'est à rude épreuve parce qu'on est plusieurs à soumettre à un seul appel à projet. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des stratégies personnalisées pour pouvoir gagner un financement? Et pour finir, est-ce que nous pouvons avoir à la fin de ce webinaire l'annuaire du Bénin par rapport au PTF? Est-ce que les PTF qui sont spécialisés dans l'offre de financement pour le cas du Bénin, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Merci beaucoup pour la communication. À tout à l'heure. Alors, peut-être sur l'accréditation, alors pour l'information de toutes et tous, la francophonie dispose d'une conférence des organisations internationales non gouvernementales. Il est composé de 130 organisations qui sont distinctes en deux catégories, les organisations internationales non gouvernementales et les organisations non gouvernementales. Les organisations internationales non gouvernementales interviennent dans au moins 2 pays de l'espace francophone, tandis que les organisations non gouvernementales interviennent dans un seul pays francophone. Pour pouvoir être membre de cette conférence des OING, il faut être accrédité auprès de la francophonie. Une campagne d'accréditation a été lancée en 2018 en amont du sommet de Erevan et de l'assemblée plénière de la conférence des OING. Une nouvelle campagne d'accréditation a été lancée en 2021. Elle a permis d'accréditer un certain nombre d'organisations et de retirer l'accréditation à certaines organisations qui n'étaient pas suffisamment mobilisées au sein de cette enceinte. L'Organisation internationale de la francophonie ayant une vocation à contribuer à la structuration et au développement des acteurs de la société civile et de pouvoir proposer aussi une action personnalisée et individualisée, nous n'avons pas envie d'obtenir une conférence des OING qui soit composée de 400, 500, 600, 1000 organisations dont une grande partie serait dormante ou peu engagée dans les travaux. Et donc, c'est pour cette raison que nous souhaitons conserver cette conférence des OING dans un format limité en termes d'accréditation. Pour l'heure, nous n'avons pas de dates qui ne sont fixées pour la prochaine campagne d'accréditation. Il y aura vraisemblablement une assemblée plénière de la conférence des OING, comme les textes le prévoient, en amont ou à l'occasion du prochain sommet de la francophonie. Mais à ce stade, il n'a pas été connu par nos autorités et par nos instances une prochaine campagne d'accréditation au sein de cette conférence. Si ça venait à être le cas, toutes les informations seraient disponibles sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça me permet de faire un rebond avec un autre point. C'est si vous êtes dans la recherche de financement et peut-être un lien avec votre deuxième point, abonnez-vous à toutes les lettres d'information des partenaires techniques et financiers. Suivez-les sur les réseaux. Allez faire de la veille au moins une fois par semaine sur leurs différents sites Internet pour pouvoir voir ce qui se passe, pour pouvoir connaître leurs priorités, pour pouvoir voir là où vous pouvez intervenir et proposer une action éventuellement. Ça, c'est un aspect important. Jelika, je te laisse peut-être répondre sur la question de la campagne en ligne. Oui, oui, en dehors, en fait, voilà, je pense qu'il a dit qu'en dehors de cela, si j'ai bien compris la question, quelles sont les stratégies, en fait, de mobiliser les financements, parce que, voilà, les partenaires ne croient pas trop en cela, c'est ça? Oui, les partenaires ne nous accompagnent pas le plus souvent, puisque la concurrence est rude, quoi. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc effectivement, en fait, par rapport à cela, même avec tous les partenaires, en fait, avec lesquels nous travaillons, en général, cette option-là, en fait, cette option n'est pas, voilà, n'est pas vraiment trop d'actualité, sauf peut-être pour les quelques-uns, voilà, qui travaillent avec des plateformes sécurisées. Le cas que j'appelle vraiment, qui a été un succès, en fait, pour nous, c'est un jeune, en fait, du Burkina qui a travaillé avec voilà, une certaine plateforme privée dont je pourrais en fait partager en fait les détails plus tard, certifiée à promouvoir en fait un produit local en fait de chez nous, les chenilles. C'était un très grand succès, mais c'est très rare en fait. Donc pour cela, il faudra mettre beaucoup de moyens. Vous allez prendre beaucoup de temps par rapport à cela. Mais maintenant, pour pallier en fait à cette question de mobilisation de financement en ligne, en dehors des plateformes conventionnelles, j'ai vu qu'il y a certains, en fait, qui mobilisent des financements à travers, par exemple, c'est Facebook, ça, je l'ai vu. Et en dehors de cela, c'est vrai, en dehors de tout ce qui est appel à projet et tout, c'est vrai que au niveau des OSC, peut-être l'organisation de jeunes, la cotisation des membres est très faible. Mais l'organisation d'événements, de collecte de fonds, les gens le font et il y a de l'argent. Voilà.
c'est sûr qu'à votre niveau au Bénin ou bien au niveau régional, vous avez certaines personnes qui ont de l'argent et puis qui peuvent être touchés par une certaine thématique en fait sociétale qui les intéresse. Donc, vous pouvez en fait organiser, même si ce n'est pas un grand gala, en tout cas une activité de collecte de fonds, et bien communiquer là-dessus en faisant savoir qu'en fait ces financements vont aller dans tel projet, voilà, et être ouvert en fait à partager toutes les informations par rapport à ça. Il y a des individus qui donnent de l'argent, voilà. Donc, en dehors de ça, il y a également des activités génératrices de revenus, voilà, qui peuvent être utilisées en fonction je ne sais pas quel est votre secteur, par exemple, une entreprise qui intervient dans la question des droits de la femme, l'autorisation de la femme, par exemple, il peut y avoir des activités de saponification, voilà, etc. Donc, en tout cas, je conseillerais en fait ces stratégies-là qui viendraient en complément en fait de la stratégie de mobilisation en ligne, par exemple le crowdfunding. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Et il y a vraiment il y a des niches par rapport à cela, en fait. Voilà. Il y a également des parrainages et même des dons individuels. Il y en a. Il y en a. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on n'utilise pas ça, mais c'est vraiment. Il faudrait regarder à travers cela, quoi, en dehors vraiment des autres voilà, mécanismes de financement qu'on connaîtrait. Vraiment, il ne faut pas oublier cela, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Il y avait une question dans le chat par rapport à la mise en réseau des organisations de jeunes. Donc, je veux juste mentionner que le réseau international de la jeunesse de la francophonie existe. Il va avoir une assemblée générale très bientôt et des groupes de travail selon les différentes thématiques prioritaires de la jeunesse, dont l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation ou encore l'environnement. Donc, on vous invite à visiter le site rijffrancophonie.org pour pouvoir devenir adhérent au réseau. Je vais prendre une dernière intervention avant de clôturer ce webinaire très intéressant. Donc, on va donner la parole à Laurence Aissou. Allô, bonsoir, j'espère que vous me recevez. Oui, ça marche très Alors, bien. Oui. voilà, ma préoccupation, c'est à l'endroit de Monsieur Florian, c'est juste demander par rapport aux organisations internationales comme la francophonie, comment, en tant que ONG, on puisse facilement avoir accès à leurs priorités stratégiques afin de pouvoir mieux peaufiner nos projets et pouvoir mieux répondre aux appels à projets. Parce que j'ai noté que pour pouvoir réussir les appels à projets à 100%, c'est beaucoup plus proposer des projets conformément aux priorités stratégiques et également faire attention au cadre logique. Et au passage, merci d'avoir accepté ma demande de connexion sur LinkedIn. Merci beaucoup. Je dirais un enseignement de ce webinaire, c'est qu'il faut que je sois beaucoup plus actif sur LinkedIn. Merci beaucoup pour cette question. Alors, toutes les organisations internationales disposent d'un cadre stratégique qui s'appelle stratégie ici ou programmation par là ou cadre stratégique par ailleurs. Les termes et les appellations sont variés. Par exemple, pour l'Organisation internationale pour la francophonie dans son ensemble, il y a un cadre stratégique et il y a une programmation quadriennale, donc sur 4 années, qui est définie et qui ensuite se traduit annuellement par une planification. Vous trouverez toutes les informations relatives à la programmation quadriennale de la francophonie qui a été adoptée à la conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue à Yaoundé au début du mois de novembre. Vous trouverez toutes ces informations sur le site internet de l'OIF. À partir de là, ça pourra vous aider pour identifier quelles sont les priorités stratégiques, quels sont les programmes qui sont mis en œuvre, quelles sont les actions qui sont importantes. Et ça, c'est un aspect important pour préparer vos rencontres avec les bailleurs. Alors, ça ne vous donnera pas un taux de succès de 100% sur vos appels et vos réponses à des appels à projets, mais en tout cas, ça vous donnera un taux de réponse beaucoup plus important. Peut-être faire un lien, et s'il reste un tout petit peu de temps, de vous poser aussi la question de ce que représente l'organisation internationale ou le partenaire technique et financier pour lequel vous souhaitez mobiliser un financement. Je vais vous donner un exemple. De très nombreuses organisations de la société civile, plus de 3000, ont décidé de déposer un projet dans le cadre du Fonds La Francophonie avec elle pour l'édition 2023. Fonds La Francophonie avec elle,
coordonné par l'Organisation internationale de la francophonie. Sur les 3000 organisations, et je pense qu'il y en a 5 qui ont mentionné que leurs projets seront menés en français et en langue locale pour promouvoir le multilinguisme et la promotion de la langue française. Or, vous candidatez auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ça, ce sont des critères d'évaluation que nous prenons en compte dans l'évaluation de nos dossiers, mais que nous ne mentionnons pas forcément dans les termes de référence. Autre point important, lorsque vous répondez à un appel à projet, tous les bailleurs apprécieront que vous mentionniez dans votre dans votre réponse que vous valoriserez le soutien de l'organisation internationale qui vous a accompagné à travers la publication du logo s'il est possible de le faire et la valorisation du soutien financier sur les différents réseaux et médias que vous mobilisez. Très peu de structures le font. Essayez aussi voilà, de vous imprégner de la culture organisationnelle d'une organisation en la connaissant, en connaissant quel est son cœur de métier, quelles sont ses priorités pour pouvoir répondre au mieux aux appels à projets. Dernier petit point, et je vais être très rapide, vous avez la connaissance du terrain, vous connaissez les solutions qui fonctionnent sur le terrain, c'est vous qui êtes les plus à même d'apporter des réponses qui sont efficaces pour intervenir auprès des populations, que ce soit les jeunes, les femmes ou des populations en situation de vulnérabilité. Et c'est pour ça que l'OIF se positionne depuis de nombreuses années vraiment de manière extrêmement proactive sur le débat sur la localisation de l'aide et le soutien aux organisations locales de la société civile. Mais très souvent, les acteurs qui nous répondent pensent que nous allons sélectionner les plus beaux projets, les meilleurs projets. Et je vais vous expliquer ce que je vous entends par plus beaux et meilleurs projets. Ce sont les projets qui visent 100 000 personnes avec un budget sollicité de 15 000 euros. Des projets qui ne présentent aucun risque. Des projets qui permettent d'avoir des partenariats avec le ministère de la Santé, 18 autres ministères, 27 coopérations décentralisées. Or, ce sont des projets que l'on sait qu'ils ne sont pas réalistes et qu'ils n'ont pas été co-construits avec ces partenaires-là. Ce sont des chimères. Il faut annoncer dès la base, dès la conception du projet, la réalité de l'environnement dans lequel vous intervenez, les solutions que vous proposez, mais bien identifier les risques, les potentiels partenariats, pour que les partenaires, je parle ici de partenaires, soient conscients des contraintes que vous avez dans votre environnement d'intervention, pour qu'on puisse aussi vous accompagner pour répondre à ces difficultés-là et trouver ensemble des solutions pour la mise en œuvre des actions que vous proposez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos interventions très enrichissantes. C'était beaucoup d'informations. On va essayer de rendre ça accessible à tout le monde. Donc, on va essayer d'avoir une liste des liens et des fonds que vous avez mentionnés. Ou encore des plateformes de recensement et des annuaires. Donc, vous retrouverez le webinaire disponible sur YouTube dans les prochains jours. On a plusieurs webinaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On va les afficher à l'écran. Donc, on a une série de formations sur l'employabilité des jeunes du 27 au 29 novembre. Avec le coach en orientation scolaire, académique et professionnelle, André Hott. Et on a un marathon de formation sur la thématique Jeunes en action, citoyens et acteurs de changement le 5 décembre prochain. Donc, n'hésitez pas à visiter notre portail jeunesse, jeunesse.francophonie.org pour avoir tous les détails pour vous inscrire. Il faut vraiment vous inscrire à chaque webinaire pour pouvoir recevoir le lien. Merci Florian, merci Jellica et bonne journée, bonne soirée. Merci à toi Lucie et à toute l'équipe et merci à l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Merci. Merci.